Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire incroyable de transformation et de surpassement qui mêle guerre, foi et une expérience de mort imminente qui a changé la vie d'un homme pour toujours. Avant de commencer, je veux savoir d'où vous regardez, commentez votre ville dans les commentaires. Et bien sûr, si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. On y va? Je m'appelle Ezekiel Alvorson, mais tout le monde m'appelle Zek. Jusqu'à récemment, j'étais soldat dans les forces de défense d'Israël. La guerre a façonné ma vie, mais ce que je m'apprête à partager n'est pas seulement une histoire de combat. C'est une expérience qui m'a transformé pour toujours. Ce que j'ai vécu ce jour-là m'a tiré du bord de la mort et, d'une certaine manière, m'a ramené à la vie en tant que personne complètement différente. Voici mon histoire. Un jour de ciel dégagé, la chaleur était écrasante. Le soleil frappait le nord de Gaza, réfléchissant sur le métal et le béton brisé. Nous marchions en formation, attentifs aux moindres mouvements. Mon uniforme était imbibé de sueur, mais je ne le remarquais guère. Il y avait quelque chose de plus lourd que la chaleur ou le poids de l'équipement. Attention dans les airs, moi et mon unité avions reçu des ordres clairs ce matin-là. Si vous voyez quelque chose de suspect, tirez sans hésitation, avait dit le commandant Adler, un homme connu pour son sang-froid presque chirurgical. Il justifiait toujours ses méthodes comme nécessaires pour préserver des vies de notre côté, mais je savais que ses décisions coûtaient cher de l'autre. Zek, dit mon collègue, Avi en ajustant son casque. Penses-tu que c'est juste? Je veux dire, les ordres d'aujourd'hui. Je l'ai regardé sans répondre immédiatement. Ce n'était pas la première fois qu'on me posait une question comme ça. Avi était jeune, presque une décennie plus jeune que moi, et il portait encore en lui une trace d'innocence que la guerre n'avait pas complètement effacée. « Nous ne sommes pas ici pour remettre en question Avi, » répondis-je ma voix ferme, mais avec un poids que même moi je ne pouvais dissimuler. « Nous sommes ici pour protéger, et c'est ce qui compte. » Il acquiesça, mais son visage montrait qu'il n'était pas convaincu. Le même dilemme qui me hantait semblait aussi le tourmenter. Il était difficile d'ignorer les ruines autour de nous, les vies détruites qui se répandaient comme des fragments à chaque coin de rue. Il vit une femme avec un bébé dans les bras passer en courant, ses yeux écarquillés de peur. Une partie de moi voulait dire quelque chose. Peut-être un simple « tout va bien », mais je me suis retenu. Ce genre de geste pouvait être interprété comme une faiblesse. Au fur et à mesure que nous avancions, la radio Shio. Adler a donné de nouvelles instructions. Zik, ta position est cruciale. Fais attention à tout mouvement dans le secteur ouest. Des rapports indiquent des insurgés armés dans la zone. Compris, répondis-je, ajustant ma position pour couvrir un point de vue stratégique. Le son de mes bottes sur les décombres résonnait dans ma tête. J'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit insistait à se souvenir des conversations avec ma mère quand j'étais encore à Détroit. Elle disait toujours que la guerre détruit plus que des villes. Zek détruit des âmes. À l'époque, je pensais qu'elle ne comprenait pas ce que cela signifiait de se battre pour quelque chose de plus grand. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Quelque chose au loin attira mon attention. Un homme marchait lentement, portant quelque chose dans ses mains. Je n'ai pas réussi à voir clairement. Il semblait hésitant, ce qui était suspect, mais cela pouvait aussi être juste de la peur. Mon entraînement militaire est entré en action. J'ai levé mon arme et aligné ma visée. Homme en vue, 200 mètres, portant l'objet non identifié. Je murmurai dans le radio. Adler répondit immédiatement. Procédé, mon doigt était sur la gâchette. Je respirais profondément, l'adrénaline prenant le contrôle. Mon esprit devint vide un instant, comme cela arrivait toujours avant un tir. Mais quelque chose ne semblait pas juste. J'hésitais pendant une seconde, et c'est alors que tout a changé. Cet instant semblait figé dans le temps. Ma vision était fixée sur l'homme devant moi, mais mon esprit vagabondait dans 1000 directions. J'avais des ordres clairs, un entraînement parfait et une mission à accomplir. Mais il y avait quelque chose dans la posture de cet homme qui me rendait inquiet. Il tenait quelque chose dans ses bras, pressé contre sa poitrine, mais cela ne semblait pas être une arme. Peut-être que c'était un paquet, peut-être quelque chose de plus, peut-être rien.
Mon doigt tremblait sur la gâchette. « Tirez », disait la voix du commandant Adler, claire et froide à la radio. « Vous compromettez la mission. » Je savais ce que je devais faire. C'était ce que j'avais entraîné pendant des années. Toute l'excitation était un risque, et chaque seconde augmentait les chances d'un désastre. Mais quelque chose en moi luttait contre cela. À ce moment-là, je ressentis une pression écrasante dans ma poitrine, comme si deux forces invisibles étaient en conflit. Je voulais croire que c'était juste la chaleur ou la tension, mais au fond, je savais que c'était quelque chose de plus profond. Avant que je puisse prendre une décision, j'ai entendu un craquement sec. L'adoration était instantanée, ardente, comme si une flamme traversait mon épaule. Mon corps entier s'est raidi et l'arme est tombée de mes mains. J'ai regardé en bas et j'ai vu le sang se répandre sur l'uniforme. Mon cœur s'est emballé, et le son du monde autour de moi a commencé à disparaître. Zé a été touché. Nous avons besoin d'aide. Quelqu'un a crié. Je n'ai pas réussi à identifier qui c'était. La vue est devenue floue, et mes jambes ont cédé. La chute semblait interminable. Je me souviens d'avoir senti le sol froid et rugueux contre mon visage avant que tout ne s'éteigne. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus là. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Je voyais mon corps étendu sur le sol, entouré de débris et de la fumée des explosions. A était à genoux à mes côtés, pressant ma blessure avec ses mains ensanglantées, le visage pâle de désespoir. D'autres soldats criaient, appelant des renforts et des médecins. Mais je n'étais plus prisonnier de cela. Mon corps était là, mais moi, je ne l'étais pas. C'était comme si j'avais été arraché à cette réalité. Je flottais, observant tout d'en haut. La sensation était étrange et inconfortable. Mais en même temps, il y avait un calme inattendu. Le son des armes, les cris de douleur, tout semblait lointain, comme si j'écoutais à travers un verre épais. J'ai essayé de crier, d'appeler quelqu'un, mais aucun son ne sortait. C'était comme si ma voix n'existait plus, en dessous de moi. Je la voyais pleurer. « Zek, reste avec moi. Ne ferme pas les yeux. Pas maintenant. » Il criait, mais je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Alors que je regardais le champ de bataille, une faible lumière est apparue au loin. Ce n'était pas une explosion ni un reflet. C'était quelque chose de différent, comme une ouverture. J'ai ressenti une force me tirant vers cette lumière. Il n'y avait pas moyen de résister. Tout ce qui me retenait à cet endroit, la douleur, la confusion, la peur commençaient à disparaître. J'étais en train d'être emporté. Avant d'être complètement enveloppé par la lumière, j'ai entendu une dernière chose. La voix d'Adler à la radio, froide et tranchante. Zek a échoué. Suivez-moi en avant sans lui. Quand j'ai été complètement enveloppé par la lumière, la sensation était à la fois déconcertante et sereine. Il n'y avait plus de douleur, ni le poids du corps blessé, ni le chaos de la guerre. C'était comme si j'avais été libéré de tout ce qui me retenait à la terre. Mais ce qui remplaçait ce vide était quelque chose d'impossible à décrire. Un mélange de paix et de curiosité, mais aussi de confusion. Je flottais. Il n'y avait pas de sol sous mes pieds, mais je ne tombais pas. Le champ de bataille continuait en dessous de moi, comme une scène figée dans le temps. Je vis mon corps étendu sur le sol, la peau pâle contrastant avec le rouge sombre qui tachait mon uniforme. Avi était à genoux à mes côtés, murmurant quelque chose que je n'arrivais pas à entendre. Ses yeux étaient pleins de larmes, et je ne l'avais jamais vu ainsi auparavant. « Zek, s'il te plaît, ne renonce pas. » Il répétait, sa voix maintenant plus claire, comme si elle brisait une barrière invisible. J'ai essayé de répondre. Je l'ai vu, je suis ici, je vais bien, mais les mots ne sortaient pas. C'était comme si ma voix n'existait pas dans cet état. J'ai tendu la main pour toucher son épaule, mais il n'a pas réagi. Mes doigts ont traversé l'air comme si j'étais fait de rien. Alors j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une autre force autour de moi en plus de la lumière. Une sorte d'obscurité dansait au bord de ma vision. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce moment de sérénité. C'était une sensation que j'étais observé, comme si quelque chose attendait patiemment dans l'ombre. La scène a commencé à changer. Le champ de bataille en dessous de moi disparaissait lentement, comme une peinture lavée par la pluie. Je ressentais une traction,
comme si j'étais emporté vers un autre endroit. Est-ce la mort? Pensais-je. Mais en même temps, je savais que ce n'était pas une fin. C'était quelque chose de plus. J'étais attiré vers un espace qui semblait infini. Tout était sombre, mais d'une manière étrange. Ce n'était pas effrayant. C'était une obscurité confortable, presque protectrice. Il y avait une paix là, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mon esprit était clair et pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni dilemme, ni ordre, ni peur. Ce silence. Je continuais à me déplacer, ou peut-être n'était-ce que la sensation de mouvement, puisque je n'avais aucun point de référence. Au loin, une lumière est réapparue. Cette fois, elle était plus grande, plus intense, et je savais que je devais l'atteindre. Ce n'était pas un choix, c'était un appel. Alors que j'avançais, une nouvelle émotion commença à surgir. Le doute. Une partie de moi voulait croire que c'était le paradis. Mais une autre partie, celle qui portait encore le poids de la culpabilité, murmurait que cela pourrait être quelque chose de très différent. Mon cœur, ou ce que c'était dans cet état, a commencé à s'accélérer. Le tunnel semblait interminable, mais chaque pas était plus léger. Le poids de mon armure, de mes armes, de mon uniforme, tout avait disparu. Je n'étais plus un soldat, je n'étais plus Zek Alverson, défenseur d'une mission sacrée. J'étais juste moi, et pour la première fois je me suis demandé, qui suis-je? Après tout, l'obscurité autour de moi était dense mais pas menaçante. Il y avait une étrange familiarité, comme si je revenais à un endroit que je connaissais déjà. Bien que je ne parvienne pas à me souvenir d'où, le tunnel devant moi semblait vivant, pulsant légèrement, comme s'il respirait. Chaque pas que je faisais, ou peut-être était-ce la sensation d'être emporté, me rapprochait de plus en plus de la lumière brillante au bout. Au fur et à mesure que j'avançais, je réalisais que le silence autour de moi était plus que l'absence de son. C'était un vide complet, comme si le monde entier s'était arrêté pour observer mon parcours. Il n'y avait ni cri, ni explosion, ni l'écho des voix de mes compagnons. Juste moi. La lumière et le chemin qui s'étendaient devant moi. J'ai essayé de réfléchir à ce qui se passait, mais mon esprit semblait divisé. Une partie de moi était en paix, presque engourdie, tandis qu'une autre était agitée, essayant de trouver des réponses. Est-ce la fin? J'ai pensé. C'est seulement le début de quelque chose de plus grand. Alors que je m'approchais de la lumière, j'ai commencé à remarquer de petits détails autour de moi. Ce n'était pas seulement l'obscurité. Il y avait des points brillants qui scintillaient comme des étoiles lointaines. Elles n'étaient pas là pour éclairer le tunnel, mais elles donnaient l'impression que j'étais observé. C'était comme si l'univers lui-même était témoin de ma marche. La lumière devant moi est devenue plus forte, et maintenant je pouvais voir que ce n'était pas seulement une lumière. Il y avait quelque chose au-delà d'elle, une structure, une sorte de portail qui semblait se dilater et se contracter doucement. À chaque pas, je ressentais une légèreté accrue, comme si des parties du poids que je portais dans ma vie étaient arrachées de moi. C'est alors que j'ai commencé à entendre des voix, murmurant doucement autour de moi. Elles n'étaient pas menaçantes, mais elles n'étaient pas non plus réconfortantes. Elles parlaient dans des langues que je ne connaissais pas, mais d'une certaine manière, je comprenais. C'était ce que j'entendais le plus souvent. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais prêt. Pourquoi faire? Au fond de ma conscience, les souvenirs ont commencé à surgir. Le visage de ma mère criant après moi, le regard terrifié de la femme avec l'enfant qui avait couru dans la rue, les yeux suppliants de personnes que je ne savais même pas si elles étaient des amis ou des ennemis. J'ai essayé d'éloigner ces pensées, mais c'était comme si le tunnel me ramenait à la surface. Alors, une voix plus claire s'est détachée parmi les murmures. Elle était profonde, mais douce comme le son d'un tonnerre lointain. « Zek, tu as des choix à faire. » Le message était direct mais confus, qu'il n'y avait pas de choix dans la guerre, il n'y avait que des ordres, et tu les suivais. C'était ça ou mourir. La lumière était éblouissante maintenant, si brillante qu'il était presque impossible de regarder directement. J'ai traversé le portail, et j'ai immédiatement été envahi par une sensation indescriptible. C'était comme être enveloppé de chaleur, d'amour et de paix. Mais il y avait aussi quelque chose d'écrasant là-dedans.
J'étais dans un endroit qui transcendait toute description humaine. Avant moi, il y avait quelque chose qui semblait impossible. Une ville faite de lumière dorée, elle brillait d'une beauté si parfaite qu'il était presque douloureux de la regarder. J'entendais de la musique, des rires et un parfum doux dans l'air, comme des fleurs de printemps, après une légère pluie. Pour la première fois depuis le début de la guerre, je me suis senti en paix. La ville devant moi était une vision qui défiait toute logique. Chaque bâtiment semblait fait d'or liquide, brillant comme s'ils étaient touchés directement par la lumière d'un seul éternel. Les rues étaient pavées de pierres translucides qui semblaient vibrer légèrement à chaque pas que je faisais. Les gens, ou du moins ceux qui semblaient être des gens, marchaient joyeusement, leurs visages illuminés par des sourires sereins. Je n'avais jamais vu une telle harmonie. Il n'y avait ni hâte, ni douleur, ni peur. L'air était imprégné d'un parfum doux, comme l'arôme de fleurs fraîches en bouton. Une musique douce, presque imperceptible, emplissait l'espace, comme si elle venait de tous les côtés en même temps. C'était une mélodie réconfortante, mais si éthérée qu'elle semblait plus ressentie qu'entendue. J'ai marché dans la ville, étourdi par la beauté des lieux, les figures qui passaient près de moi et saluaient avec des regards chaleureux, mais ne parlaient pas. Certains faisaient de légers signes de la main et leurs mouvements étaient fluides, presque comme s'ils dansaient. Je voulais demander où j'étais, mais quelque chose me disait que la réponse n'importait pas. Être simplement là était suffisant. Alors que je marchais, j'ai commencé à remarquer de petits détails qui rendaient l'endroit encore plus surréaliste. Les arbres le long des rues avaient des feuilles qui semblaient faites de cristal, réfléchissant la lumière dorée dans toutes les directions. Des oiseaux volaient au-dessus, leurs plumes scintillant comme des bijoux. Il y avait des rivières d'eau cristalline qui coulaient doucement et les gens s'asseyaient le long des rives, plongeant leurs pieds dans le courant. Je me suis arrêté sur l'une de ces rives et j'ai observé mon reflet dans l'eau. Je n'ai pas vu le soldat qui était sur le champ de bataille. Il n'y avait ni uniforme, ni sang, ni l'expression durcie que je portais. J'avais l'air plus jeune, plus léger, mes yeux qui auparavant portaient le poids de tant de choix difficiles. Maintenant, ils étaient pleins de curiosité. Pendant un moment, je me suis senti complètement libre, mais cette sensation n'a pas duré. Peu à peu, quelque chose a commencé à changer. D'abord, c'était la température. La chaleur confortable qui enveloppait la ville a laissé place à un froid subtil, mais croissant. Puis, j'ai réalisé que la musique douce s'était arrêtée. Le silence n'était pas réconfortant comme avant. Il était lourd, comme si l'endroit retenait son souffle. Les gens autour de moi ont également commencé à changer. Leurs sourires avaient disparu, et ils ont commencé à me regarder d'une manière étrange, presque comme s'ils me jugeaient. Certains se sont simplement éloignés, disparaissant dans les rues désormais assombries. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu que la lumière dorée commençait à s'éteindre, laissant place à une obscurité qui semblait engloutir tout autour. Le parfum doux dans l'air a été remplacé par une odeur âcre, quelque chose entre le soufre et la décomposition. Les arbres de cristal ont commencé à se flétrir, leurs feuilles tombant comme de la poussière. Les rivières se sont asséchées, ne laissant que des lits craquelés et secs. J'ai essayé de marcher en arrière, mais les rues s'étaient transformées en un labyrinthe. Peu importe où je regardais, tout semblait mener à une impasse. Mon cœur a commencé à s'accélérer. Cela ne peut pas être en train d'arriver, pensais-je. La ville dorée, dont j'étais sûr qu'elle était le paradis, devenait maintenant un cauchemar. Ce qui était autrefois beau et accueillant semblait maintenant oppressant et sombre. C'est alors que je réalisais, ce n'était pas le paradis, c'était une illusion, quelque chose qui avait été conçu pour me tromper, pour me faire sentir en sécurité. Mais pourquoi? Qu'y avait-il au-delà de cette façade parfaite, qui s'effondrait maintenant autour de moi? Je n'aurais pas à attendre longtemps pour le découvrir. Dès que j'ai réalisé que la ville dorée n'était qu'une illusion, tout s'est rapidement effondré. Les rues vibrantes et lumineuses ont disparu, laissant place à un paysage sombre et dévasté. Le ciel doré est devenu noir, comme si le tissu même du monde avait été déchiré, ne laissant qu'un vide oppressant. Les rires et la musique douce ont été remplacés par des cris angoissants qui résonnaient de toutes les directions. Le sol sous mes pieds était irrégulier, formé de pierres tranchantes qui blessaient à chaque pas.
Des flammes surgissaient par intermittence autour de moi, mais n'éclairaient pas l'environnement. Elles ne projetaient que des ombres qui semblaient danser avec des intentions sinistres. L'odeur était nauséabonde, un mélange de soufre, de pourriture et de quelque chose d'indescriptible, comme si l'air lui-même était corrompu. Au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à percevoir des formes dans les ombres. Au départ, ce n'étaient que des silhouettes indistinctes, mais elles ont rapidement pris forme, ce étaient des personnes, ou du moins elles semblaient l'être. Certaines étaient courbées sous un poids invisible, d'autres criaient, tandis que d'autres me regardaient simplement avec des yeux vides. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Je reconnaissais quelques visages, des soldats qui avaient servi à mes côtés, des civils que j'avais vus en mission et ensuite ceux qui étaient plus familiers. Zek, la voix était basse mais tranchante. Je me suis tourné vers Viavi, mon camarade d'unité, mais ce n'était pas la vie que je connaissais. Son visage était marqué par des blessures qui n'existaient pas auparavant, et ses yeux portaient une douleur indescriptible. Il me regarda comme s'il voulait dire quelque chose, mais sa bouche s'ouvrit sans émettre de son. Sa vision me paralysa. Ensuite, une autre silhouette émergea de l'obscurité. C'était un homme que je reconnus immédiatement. Il avait une blessure à la poitrine. L'endroit exact où j'avais tiré des mois auparavant lors d'une mission. Son expression n'était pas de haine ou de vengeance, mais de profonde tristesse. Il me regardait simplement et c'était pire que n'importe quelle accusation. Alors j'ai entendu un son doux, presque imperceptible, le pleur d'un enfant. Mon cœur s'est serré. Je savais ce qui allait arriver, mais je ne voulais pas y croire. La figure est apparue devant moi. C'était Eitan, le garçon qui était mort lors d'une opération. Il tenait un jouet cassé dans ses mains et ses yeux étaient fixés sur les miens. Il n'y avait pas de mots, juste le silence assourdissant de sa présence. Pourquoi Exek? Ses yeux semblaient poser la question, sans qu'il ait besoin d'ouvrir la bouche. Je suis tombé à genoux. Je ne voulais pas, j'ai essayé de dire, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment pourrais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas moi-même? La guerre justifiait mes actions, mais à ce moment-là, tout semblait vide, sans sens. Alors que je restais à genoux, l'environnement autour de moi continuait à changer. Les ombres devenaient plus denses et les cris plus forts. C'était comme si l'endroit était vivant, se nourrissant de mon désespoir. La culpabilité que je portais semblait prendre forme, m'enveloppant comme des chaînes invisibles. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas là pour être puni par quelque chose d'externe. Tout cela, les flammes, les cris, les figures qui me confrontaient, étaient un reflet de moi-même, du poids de mes choix. J'étais en enfer, mais pas au sens littéral. C'était un endroit créé par ma propre âme, par les péchés que je portais et par les vies que j'avais ôtées. Du milieu des ombres, une nouvelle figure émergea. Sa présence était différente, presque opposée à tout ce qui l'entourait. Il ne brillait pas comme la ville dorée, mais sa simple présence apportait une calme inattendue. Ses yeux étaient profonds, comme s'ils contenaient la sagesse des époques, et son visage était marqué par une sérénité indescriptible. Zik, il a dit, sa voix résonnante au-dessus de tout le chaos. Tu es ici parce que tu dois comprendre. Ce n'est pas une punition, mais un haut savoir. Devant ce qui est en toi, c'était Jésus. Ou du moins, la figure que j'ai associée à lui, ces mots ont traversé mes défenses, me touchant directement à l'âme. Il n'y avait pas de jugement dans son ton, seulement de la compréhension. Il tendit la main, et à cet instant, quelque chose changea en moi. Le poids des chaînes commença à diminuer, et les ombres autour de moi semblaient reculer. Mais je savais que le voyage était loin d'être terminé. Il y avait encore beaucoup à affronter, beaucoup à comprendre. La présence de cette figure, Jésus ou qui que ce soit, semblait interrompre le chaos autour de moi. Les flammes se sont éteintes, et les cris qui remplissaient l'air ont commencé à se dissiper comme de la fumée. L'obscurité qui m'enveloppait n'a pas disparu, mais elle est devenue moins oppressante, comme si elle était contrôlée par la sérénité de cet être. Il s'est approché de moi avec des pas fermes mais tranquilles. Ses yeux étaient différents de tout ce que j'avais jamais vu, un mélange de force et de compassion, comme s'il comprenait tout de moi, sans que j'aie besoin de dire un mot. «
Zeke, il a commencé, sa voix résonnant comme un doux tonnerre. Tu es ici parce que tu dois voir, tu dois sentir, ce n'est pas une punition, c'est vrai. Ces mots résonnaient dans mon esprit. J'étais encore à genoux, incapable de me lever, incapable de le regarder directement. Mes mains tremblaient, sales du sang qui semblait m'avoir suivi jusqu'ici. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est? J'ai enfin réussi à demander, ma voix brisée par la confusion et la culpabilité. Je ne faisais que suivre des ordres. Il inclina légèrement la tête comme s'il réfléchissait à ma réponse. Des ordres? Il répéta, son expression sans jugement. Et tu crois que cela justifie tout ce que tu as fait? Que cela efface la douleur que tu as causée? J'ai essayé de répondre, mais les mots refusèrent de sortir. Au lieu de cela, les souvenirs ont commencé à inonder mon esprit. J'ai vu les visages des personnes que j'avais blessées, ou j'ai entendu les cris. J'ai ressenti le poids de la gâchette sur mon doigt. Chaque moment semblait plus vivant que lorsqu'il s'était produit. Je n'avais pas le choix, murmurai-je. Ma voix était presque un chuchotement. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Il s'est agenouillé à ma hauteur, ses yeux ne se détournant jamais des miens. Tu as toujours des choix, Ek. Même dans les situations les plus difficiles, il y a des choix. Mais la véritable question n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu feras maintenant. Soudain, il tendit la main et une scène commença à se former dans l'air entre nous. C'était comme si l'espace lui-même s'était transformé en un miroir, reflétant des moments de ma vie. J'ai vu mon entraînement militaire, mes premiers jours en tant que soldat, les moments où j'ai suivi des ordres sans questionner. Mais j'ai aussi vu autre chose. Les personnes qui ont été touchées par mes actions. Leur vie, leur famille, leurs histoires que je n'avais jamais considérées. Une des scènes m'a frappé de plein fouet. L'opération qui a abouti à la mort d'Eitan, le garçon que j'avais vu auparavant. Là il était, courant dans les rues avec quelque chose dans les mains, un jouet. Je viens de réaliser. J'avais tiré parce que je pensais qu'il portait une arme. J'ai vu le moment où sa mère est tombée sur son corps, criant de douleur. Alors que je m'éloignais, justifiant cela comme inutile. Tu portes cela dans ton âme, Ek. Il a dit, sa voix maintenant, son oiseau mais ferme. Non pas parce que cela t'a été imposé, mais parce que tu as choisi de porter. Et maintenant, vous devez décider. Allez-vous continuer à laisser cela vous définir, ou allez-vous trouver un chemin différent? J'ai ressenti quelque chose en moi se briser. Les chaînes invisibles qui me retenaient ont commencé à céder, mais n'ont pas complètement disparu. Je ne savais pas encore comment répondre, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait une issue, une chance de rédemption. Je ne sais pas comment j'ai confessé. Ma voix chargée de larmes. Comment puis-je corriger tout cela? Il a mis sa main sur mon épaule et une chaleur réconfortante a parcouru mon corps. Le chemin n'est pas facile, mais il est devant vous. Il commence par le pardon, dit-il, et celui des autres, et surtout par le choix de vivre d'une manière différente. Pendant qu'il parlait, l'environnement autour de moi a commencé à changer. Les ombres s'étaient encore plus retirées, et une lumière lointaine est apparue. Ce n'était pas la même lumière dorée de la ville et lumineuse, mais quelque chose de plus doux, de plus authentique. Je savais, à ce moment-là, que mon voyage ne faisait que commencer. La lumière au loin grandissait en intensité, mais d'une manière différente de ce que j'avais vu auparavant. Elle ne brûlait, ni n'intimidait. Elle était douce, comme un lever de soleil calme après une longue nuit tumultueuse. La présence de Jésus, ou qui que soit cette figure, resta à mes côtés pendant l'ombre. Mais autour disparaissait. Le silence était maintenant réconfortant. Comme si le monde s'était arrêté pour me permettre de respirer. « Es-tu prêt à revenir, Zeke ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme une douce vague. Que signifiait être prêt? Je portais encore le poids de mes actions, les souvenirs des visages que j'avais vus, la douleur que j'avais causée. Mais il y avait quelque chose de différent en moi maintenant. Pour la première fois, je sentais que le pardon, bien que lointain, était possible. Je ne savais pas comment l'atteindre, mais j'étais prêt à essayer. « Je pense que oui, » répondis-je, ma voix vacillant. « Mais cela, je vais échouer. Et si je ne parviens pas à être meilleur ?» Il me regarda avec une expression mêlant compréhension et patience.
Le voyage n'est pas une question de perfection, Zek. C'est une question de progrès. Chaque pas que tu feras, même petit, sera un pas vers la paix. Puis il tendit la main et toucha mon front. Une sensation de chaleur parcourut mon corps, et soudain, je me sentis comme si j'étais tiré en arrière, comme si je tombais. Le tunnel de lumière a disparu et l'obscurité m'a de nouveau enveloppé pendant un moment. Mais, cette fois, elle n'était pas effrayante. C'était comme un espace de transition. Des sons ont commencé à pénétrer l'obscurité. Des voix, des bruits de métal, des pas précipités. L'angoisse sur mon épaulé est revenue, intense et tranchante, me tirant de l'état de calme. J'ai ouvert les yeux et j'ai été accueilli par une vision floue. Un plafond improvisé en toile au-dessus de moi, éclairé par une faible lampe. Il revenait en entendant quelqu'un crier. La voix était celle d'Avi. Il était à mes côtés, tenant ma main fermement. Ses yeux étaient pleins de soulagement et de larmes. « Zek, tu nous as fait peur, mec. » Il a dit, essayant de sourire, mais sa voix tremblait encore. Je pensais que nous vous avions perdu. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Mon corps semblait lourd, comme si j'étais collé au sol. Après quelques secondes, j'ai réussi à murmurer « Où suis-je » Avi a répondu rapidement « Tu es au poste médical de campagne, nous avons été attaqués et tu as été touché. Le médecin a dit que tu as perdu beaucoup de sang, mais que ça ira. Tu as eu de la chance. » Pendant qu'il parlait, des flashs de mon expérience ont commencé à revenir. La ville dorée, l'enfer, la figure de Jésus, ses paroles, tout semblait à la fois réel et lointain, comme un rêve qui laissait encore des marques. Je regardais ma main droite et me souvins de son toucher dans le tunnel, comme si la sensation y était encore. Avi, j'ai commencé, ma voix faible. J'ai vu des choses, j'étais dans un autre endroit. Il a froncé les sourcils, confus. Tu as perdu beaucoup de sang, Zek. Peut-être que c'était un délire, mais je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose en moi avait changé. Je pouvais le sentir, même si je n'avais pas encore réussi à mettre des mots dessus. La guerre, la culpabilité, tout ce que je portais avant semblait différent maintenant. Plus comme une croix impossible à porter, mais comme un fardeau que je pourrais apprendre à alléger. Le médecin est entré dans la tente, interrompant notre conversation. Il a évalué mon état et a dit que j'aurais besoin de temps pour me rétablir, mais que je survivrais. Pendant qu'il parlait, je continuais à penser aux paroles de Jésus. Le chemin commence par le pardon. Je ne savais pas comment commencer ce voyage, mais je savais que je devais essayer. Quelque chose en moi me disait que ma véritable mission ne faisait que commencer. Le retour à la vie quotidienne n'a pas été aussi immédiat que d'ouvrir les yeux dans cette tente médicale, encore à la base militaire, tandis que je me remettais physiquement. J'ai commencé à percevoir la profondeur du changement qui s'était produit en moi. C'était seulement mon corps qui avait besoin de guérison. Mon âme portait des cicatrices bien plus profondes que celles laissées par la balle dans mon épaule. Quelques jours plus tard, j'ai été transporté de retour aux États-Unis pour terminer mon traitement et passer une période de réhabilitation. Détroit, ma ville natale, m'a accueilli avec le même contraste qui a toujours existé là-bas, des rues pleines de vie et en même temps marquées par des défis et des inégalités. C'était l'endroit où j'ai grandi, mais maintenant il semblait aussi étrange que familier, ou peut-être que c'était moi l'étranger. Mon ancienne amie Rachel Stein a été l'une des premières personnes à me contacter. Elle travaillait comme assistante sociale dans des quartiers défavorisés, essayant de faire la différence dans un monde qui semblait indifférent aux difficultés des plus vulnérables. Rachel a toujours eu un esprit gentil, quelque chose que j'ai admiré, mais que je n'ai jamais totalement compris. Elle est apparue à la porte de la maison de ma mère le 2e jour après mon arrivée. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux trahissaient de l'inquiétude. « C'est bon de te revoir, mais tu es différent. »« Différent est un bon début », ai-je répondu en souriant fatigué. Nous nous sommes assis pour discuter. J'ai partagé des bribes de mon expérience, mais pas tout. Comment expliquer la ville dorée, l'enfer et la figure de Jésus? Je comprends. Tu sembles porter quelque chose. Commenta-t-elle. Mais tu n'as pas à le faire seule, n'est-ce pas? Rachel m'invita à découvrir le centre communautaire où elle travaillait. C'était un petit espace vibrant, rempli d'enfants et de jeunes cherchant de l'espoir au milieu de vies difficiles. Une expérience que je n'avais pas connue sur le champ de bataille. La reconstruction.
une énergie difficile ou des infrastructures, mais des personnes. Il y avait une énergie dans cet endroit qui semblait faire ressortir tout ce que j'avais perdu dans la guerre, avec passion, empathie et surtout, un but. L'une des premières enfants que j'ai rencontrées était Elijah, un garçon de 9 ans qui avait un regard trop sérieux pour son âge. Il s'est approché de moi avec prudence. « Tu es un soldat ?» demanda-t-il en pointant la cicatrice visible sur mon épaule. Mais j'ai hésité avant de répondre. J'étais, je ne le suis plus. Il a acquiescé comme si cette réponse suffisait, mais sa question est restée dans mon esprit. Que suis-je maintenant? Si je ne suis plus un soldat, alors que devrais-je faire de la vie qui me reste? Les jours au centre communautaire sont devenus une sorte de thérapie pour moi. J'ai commencé à aider dans des tâches simples, à organiser des activités, à réparer des choses cassées, à écouter des histoires. La connexion avec ces personnes a commencé à combler le vide que je ressentais. Rachel, toujours observatrice, a commenté une fois. « Tu te permets de ressentir à nouveau, Zik. C'est un bon début. » Je savais qu'elle avait raison, mais il y avait encore une partie de moi qui avait besoin de réponse. Les paroles de Jésus en enfer résonnaient dans mon esprit. « Le voyage commence par le pardon, disait-il, et celui des autres. » C'était plus facile à dire qu'à faire, me pardonner semblait impossible. Mais chaque jour dans cet endroit me montrait qu'il était peut-être possible de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines. Une nuit, alors que je marchais seul dans les rues de Détroit, je suis passé devant une petite église discrète. Quelque chose m'a poussé à entrer. À l'intérieur, je me suis assis sur l'un des bancs en regardant l'autel illuminé par des bougies. Je n'ai pas prié, car je ne savais pas quoi dire, mais quelque chose en moi s'est apaisé. Quoi qu'il arrive ensuite, pensais-je, je suis prête à essayer. La décision de reconstruire ma vie n'est pas venue d'un moment spécifique, mais d'une série de petits pas. Chaque jour était une bataille intérieure, non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre les fantômes du passé. Cependant, il y avait quelque chose de différent maintenant. J'étais prêt à me battre. L'expérience que j'ai vécue pendant ma quasi-mort a non seulement ébranlé ma vision du monde, mais a également allumé une étincelle d'espoir que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis retrouvé entouré de signes de transformation à Détroit. La ville, tout comme moi, était en train de se régénérer. Rachel continuait à m'inspirer par son dévouement et les enfants du centre communautaire me montraient l'impact des petites actions. Le garçon qui m'a demandé si j'étais un soldat est devenu une sorte d'encre pour moi. Sa curiosité et son courage me rappelaient que le monde avait encore quelque chose de beau. Un après-midi, alors qu'ils organisaient un événement communautaire, Rachel s'est approchée avec un regard d'approbation. « Tu es vraiment différent, Zik. » Elle a dit, « Je le vois chez les enfants. Ils ont confiance en toi. Ils voient quelque chose que peut-être tu ne vois pas encore en toi-même. » Je l'ai regardé, surpris. « Rachel, qu'est-ce qu'ils voient ?» Je lui ai demandé. Elle a souri doucement. Quelqu'un qui veut faire la différence. Quelqu'un qui a enfin trouvé son but. Ces mots m'ont frappé comme une vérité que j'essayais d'éviter. Pour la première fois, j'ai commencé à croire que mon passé, aussi sombre qu'il ait été, ne devait pas définir qui je serais à partir de maintenant. Le chemin du pardon, cependant, était plus difficile. Parfois, les visages de mes victimes apparaissaient encore dans mes rêves, en particulier celui d'Eitan, le garçon que j'avais tué par erreur. Dans un moment de réflexion, je décidai d'écrire une lettre à sa famille. Je ne savais pas s'il recevrait ou s'il voulait entendre de moi, mais je devais essayer. Dans la lettre, j'ai décrit mon regret et mon expérience de mort imminente, sans exagération ni embellissement. J'ai admis mes erreurs et adore que cela a causé. Je n'ai pas demandé pardon, ce serait égoïste d'attendre cela. Mais j'ai exprimé mon intention d'honorer la mémoire d'Eitan, en vivant différemment. Quelques jours après avoir envoyé la lettre, une réponse est arrivée. Elle était courte et écrite à la main, mais portait un poids immense. « Zek, ce qui est arrivé à notre fils ne sera jamais oublié. Mais nous te remercions de reconnaître l'impact de tes actions afin que tu trouves la paix et fasses quelque chose de bon de ta vie. » C'est ce qu'Eitan aurait souhaité. Ces mots ont été comme une clé qui a déverrouillé quelque chose en moi. J'ai réalisé que le pardon, même s'il n'était pas complet, était possible. Il n'effaçait pas le passé, mais offrait la chance d'un nouveau départ.
Ma vie est maintenant simple mais significative. J'ai commencé à travailler à temps plein au centre communautaire, aidant des jeunes comme Elijah à trouver de l'espoir dans un monde qui semble souvent dépourvu de sens. Je ne suis pas un héros, ni un martyr. Je suis juste quelqu'un qui essaie de faire la différence. Je ne donne pas de conférences sur mon expérience, ni n'écris de livres sur ce que j'ai vécu. Je ne désire ni célébrité ni attention. Je veux vivre authentiquement, laissant mes actions parler. Un soir, en marchant le long de la rivière de Détroit, une brise légère chuchota dans mon esprit. Le voyage continue, et je souris, conscient qu'il reste tant à apprendre et à accomplir. Pourtant, pour la première fois, j'étais en paix avec cela.